Donc, bonjour à tout le monde. Nous voudrions vraiment vous remercier pour avoir répondu massivement. Pour l'instant, on est plus de 20 personnes. Et je pense que les gens viendront au fur et à mesure. Et on rappelle aussi que des collègues ont informé qu'il y a tout un processus aussi sur Facebook qui va se passer parallèlement. Et je pense que déjà, il y a beaucoup de collègues qui sont sur Facebook. Alors, donc, on voudrait vraiment saisir l'opportunité pour féliciter notre collègue, mademoiselle Awa Diouf, qui est doctorante à l'université de Cergy, Clermont-Ferrand, et puis à l'IPAR aussi comme doctorante accueillie. Nous voudrions aussi remercier Sadibou Fall, qui est un discutant, qui est de l'ISRABAM, et saluer vraiment toutes les participantes et tous les participants à cette animation scientifique. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous sommes là pour écouter la science. C'est justement une présentation des activités de recherche, notamment sur l'exonération de TVA sur les intrants et productivités agricoles, cas du riz, du mil et du maïs au Sénégal. Donc, Ibrahim, je te laisse la parole juste pour introduire. Donc, moi, je suis Cheikh Omar Ba, je suis le directeur exécutif de l'IPAR. Mais comme c'est une animation scientifique, je laisse au directeur de recherche de soins de... Et merci pour l'IPAR, je vous remercie. Et Ibrahim, tu as la parole. Merci, cher Omar, et désolé pour ce démarrage un peu tardif. En général, nous commençons à l'heure. Je voudrais d'abord remercier Cheikh Sadibou, Dr Cheikh Sadibou Fall, pour avoir bien accepté d'être le discutant de cette animation scientifique. Donner aussi quelques éléments disons, de housekeeping avant qu'on démarre. Pour ce webinaire, en général, les participants, on leur demande d'utiliser questions et réponses, mais étant donné que nous serons au maximum une centaine, je vais offrir la possibilité de poser des questions directement. Donc, il suffit que vous ayez une question. Si vous levez la main, on pourra vous donner la parole et vous permettre de pouvoir intervenir. Nous allons laisser à Awa Diouf le soin de faire une présentation d'une vingtaine de minutes. Awa est une doctorante de l'université Clermont-Auvergne et à l'IPAR. Elle est actuellement donc au Cergy en France. Elle fait des séjours souvent de 6 mois ici. Et sa thèse porte sur la fiscalité agricole, qui est un sujet très important, surtout actuellement où on est en situation disons, de transition. Et nous sommes heureux de savoir aussi qu'il y a certaines personnes de l'État qui sont là, dont les responsables de la DGID qui pourront participer et qui pourront certainement donner leur point de vue dans cette recherche qui est en cours. La thématique porte sur exonération de TVA sur les intrants et productivités agricoles, basée sur des données qui ont été collectées par IPAR il y a quelques années dans le cadre du projet Natalmai. Donc, je vais m'en arrêter là et remercier tous les participants et remettre la parole à Awa Diouf. Merci, Monsieur Hatch. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Donc, je vais commencer directement. Le papier que je voudrais présenter s'intéresse au lien entre exonération de TVA sur les intrants et productivité agricole au Sénégal. Donc, nous faisons l'étude avec un échantillon de parcelles de riz, de mil et de maïs pour l'année 2016. Alors, la présentation est répartie comme suit. Nous commencerons par une définition du contexte et des questions de recherche, bien sûr, dans une introduction. Ensuite, une deuxième partie sera consacrée à une présentation de la littérature sur le lien entre fiscalité et agriculture. Donc, après avoir présenté les données de l'enquête et la méthodologie de recherche, nous allons présenter les résultats et enfin conclure sur les implications de ces résultats en matière de politique de développement de l'agriculture. Alors, les déterminants de la productivité agricole dans les pays en développement ont suscité l'intérêt de plusieurs études. Donc, en fait, la productivité sera bientôt l'unique moyen de développer l'agriculture dans ces pays,
Et donc, dans cette étude, nous considérons la fiscalité comme un déterminant possible de productivité agricole dans les pays en développement. Donc, il faut d'abord dire que l'agriculture est un secteur très difficile à taxer. Elle est même considérée comme le secteur le plus difficile à taxer parmi les secteurs les plus difficiles à taxer. Et ceci est d'autant plus vrai dans les pays en développement où on observe une prépondérance de petites exploitations, l'informalité, mais aussi l'absence de comptabilité de ces exploitations. Donc, ceci rend cette activité difficilement taxable via les instruments de fiscalité directe. Et donc, les pays en développement utilisent les impôts indirects comme les droits de douane, la TVA sur les intrants et même les droits d'assises pour atteindre le secteur agricole. Donc, dans cette étude, nous nous intéressons particulièrement à la TVA, qui est normalement neutre pour le producteur et devrait rester à la charge du consommateur final. Mais en fait, le producteur devrait collecter, récupérer et reverser la TVA. Mais sous certaines conditions, la TVA payée sur les intrants devient une charge définitive pour le producteur. Et donc, ce sont ces charges qu'on appelle rémanence de TVA. Alors, au Sénégal, l'agriculture sort du champ d'application de la TVA. Et les biens de première nécessité, qui sont pour la plupart des biens agricoles finis, sont exonérés de TVA. De ce fait, les producteurs n'ont pas le droit de récupérer la TVA sur leurs intrants et donc supportent des rémanences. Donc, ces rémanences peuvent baisser la productivité agricole car elles viennent en augmentation du prix des intrants. Et donc, on sait tous que le niveau d'utilisation des intrants dépend beaucoup de leur prix. Donc, c'est pourquoi le Sénégal applique des subventions et des exonérations sur les intrants spécifiques au secteur agricole, les engrais, les semences, les pesticides. Donc, dans cette étude, nous voulons voir si la fiscalité, plus précisément la TVA, fait partie des déterminants de la productivité agricole au Sénégal. Donc, la revue de littérature nous permettra de mettre en évidence les particularités de la fiscalité indirecte appliquée à l'agriculture dans les pays en développement. Ensuite, avec un modèle économétrique, nous allons voir si la mesure d'exonération implémentée en 2004 permet aux agriculteurs d'améliorer leur productivité. Et enfin, comme l'enquête donne des informations très intéressantes sur la technologie de production, nous intégrons d'autres possibles déterminants de la productivité comme l'assurance agricole, l'accès à l'appui technique des ONG, le crédit en nature, l'information agroclimatique, etc. Alors, faut-il défiscaliser l'agriculture dans les pays en développement? Donc, Bachelder répond par l'affirmatif en disant que les impôts créent une charge inutile pour les agriculteurs et les consommateurs. Donc, Brice Lhomme souligne à son tour que les agriculteurs sont trop pauvres pour être taxés. Cependant, les pays en développement mettent en place différents instruments pour atteindre le secteur agricole. Donc, on peut citer l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu, les redevances payées pour les services comme l'irrigation. Il y a aussi les taxes implicites comme le contrôle des prix et enfin les impôts indirects comme la TVA qui nous intéressent dans cette étude. Alors, pourquoi les pays en développement se sont-ils orientés vers la fiscalité indirecte? D'abord, il y a la transition fiscale. Avec la baisse des recettes sur le commerce international, les pays en développement ont dû se focaliser sur la fiscalité indirecte pour avoir des ressources publiques. De même, les impôts indirects sont plus faciles à mettre en place et ont une grande capacité contributive. Donc ici, le problème, c'est que la fiscalité indirecte ne permet pas de taxer les agriculteurs les plus riches et donc devient un moyen injuste de faire contribuer le secteur aux recettes publiques. Donc certains auteurs soulignent même que la fiscalité indirecte qui touche les agriculteurs est néfaste du point de vue des incitations. Alors, parmi les instruments de fiscalité indirecte mis en place par les pays en développement, nous nous intéressons particulièrement à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, il faut dire que la TVA appliquée par les pays en développement ne se comporte pas vraiment comme une TVA, car les agriculteurs supportent des charges sur leurs intrants et donc sont traités comme des consommateurs finaux. Alors, pour ne pas les désavantager, les décideurs appliquent des exonérations et des subventions sur les intrants. C'est ce que le Sénégal fait depuis 2004 et ça rend le pays très intéressant pour les pays. Donc, le problème avec les exonérations, c'est qu'elles pourraient ne pas avoir les effets escomptés, car au Maroc, elles ont causé une allocation inefficace des ressources. De même, les incitations fiscales liées à la TVA ne poussent pas forcément les producteurs à investir dans l'agriculture. Donc, enfin, l'effet des exonérations pourrait être comparé à celui des subventions d'intrants, car les deux politiques visent à baisser le coût des intrants agricoles et donc les rendre plus accessibles. Donc, les auteurs trouvent que les subventions peuvent améliorer la productivité en rendant les intrants plus accessibles. Cependant, les subventions peuvent aussi causer un surinvestissement dans certains intrants ou une baisse de l'effort managérial des producteurs et donc avoir un effet négatif sur la productivité. Alors,
au vu de cette littérature, on peut s'attendre à 3 effets possibles des exonérations d'intrants sur la productivité agricole. Tout d'abord, le producteur peut augmenter sa consommation d'intrants grâce aux exonérations, ce qui aboutirait à une relation positive. Cependant, il peut affecter le surplus de revenus à d'autres besoins et donc on aura un effet non significatif. Et enfin, on peut avoir un effet négatif si le producteur surinvestit dans certains intrants ou baisse son effort managérial. Alors, nous utilisons les données de l'enquête Natal May pour voir quel effet l'emporte pour les producteurs de riz, de mil et de maïs au Sénégal en 2016. Donc, l'enquête a été conduite par IPAR et financée par le projet Feed the Future de l'USAID pour évaluer la marge brute des agriculteurs sénégalais pour les filières céréalières. Donc, l'échantillon est composé de 2026 ménages pour un peu plus de 3000 parcelles. Et donc, un ménage peut avoir plusieurs producteurs et un producteur peut cultiver plusieurs parcelles. Et nous, on fait l'étude au niveau parcelle. Alors, sur cette carte, nous avons la zone d'influence. Donc, en haut est localisée la culture du riz irrigué. C'est la partie en vert. Donc, en bas, c'est la zone forestière sud. En jaune, on a la culture du maïs. En orange, c'est le mil. Et en vert clair, c'est le riz pluvial. Donc, cette zone d'influence est caractérisée par 4 zones agroécologiques. Le delta, la moyenne vallée où on trouve le riz irrigué, le sud du bassin arachidier juste au-dessus de la Gambie et la Casamance. Donc, ces zones ont des types de sols, des climats et des systèmes agricoles différents et elles ont toutes été prises en compte par l'enquête, ce qui nous permet d'avoir une étude vraiment représentative de la zone d'influence. Alors, pour mesurer la productivité agricole, nous utilisons la productivité partielle du facteur terre qui représente les rendements. Donc, bien sûr, la productivité totale des facteurs serait un meilleur indicateur, mais la main-d'œuvre familiale, qui est un facteur non négligeable de production, a été omise par l'enquête. En fait, l'enquête avait pour objectif d'évaluer la marge brute des agriculteurs et donc, seuls les facteurs nécessitant une dépense de la part des agriculteurs ont été pris en compte. Cependant, il faut dire que les rendements permettent d'avoir une mesure assez fidèle de la productivité. Alors, pour avoir le poids des exonérations, dans le processus de production, on calcule un taux effectif d'exonération par le rapport entre le montant des exonérations et la consommation intermédiaire totale. Donc, le montant des exonérations est calculé avec le taux normal de TVA, qui est de 18%. On se pose la question à savoir de quel montant le prix des intrants s'apprécierait si toute la consommation intermédiaire était soumise au taux normal de TVA. Donc, le taux effectif d'exonération est compris entre 0 et 18%. S'il est égal à 0%, ça veut dire que l'exploitant n'a acheté que des intrants soumis à la TVA. S'il est égal à 18%, il n'a acheté que des intrants exonérés. Et enfin, si le taux est entre 0 et 18%, l'exploitant achète les deux types d'intrants. Donc, dans cette partie, nous nous intéressons à la méthodologie de recherche. Donc, un modèle économétrique en coupe instantanée pour 2016 nous permet d'étudier le lien entre exonération et productivité. Alors, il faut dire que les méthodes de score de propension ont été largement utilisées pour les subventions, mais les données ne nous permettent pas de les appliquer. Alors, l'équation suivante est estimée par les moines carrés ordinaires et à gauche, on a le logarithme de la productivité partielle du facteur terre et à droite, on a le taux effectif d'exonération en pourcentage et quelques variables de contrôle liées à l'utilisation d'engrais et de pesticides, les prestations de services, les dépenses en eau. Donc, on insère aussi d'autres variables comme le stockage, le crédit en nature, l'assurance, l'appui technique, le revenu non agricole. Et nous voyons aussi si le lien inverse entre taille de l'exploitation et productivité est vérifié. Et enfin, on insère les zones agroécologiques pour capter les différences liées à la pluviométrie, au type de sol, au climat. Et la comparaison se fera par rapport au sud du bassin arachidien. Alors, pour les résultats, quel lien entre exonération d'intrants et productivité agricole pour les parcelles de riz, de mil et de maïs au Sénégal en 2016? Alors, nous trouvons un effet négatif et significatif au seuil de 1% du taux effectif d'exonération sur la productivité partielle du facteur terre. C'est-à-dire qu'une augmentation du taux effectif d'exonération de 1 point de pourcentage causerait une baisse de productivité de 2,15%, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. Donc, il faut souligner que les dépenses en intrants exonérés ont un effet positif sur la productivité. C'est leur poids par rapport aux intrants soumis à la TVA qui impacte négativement la productivité partielle du facteur terre. Donc, l'utilisation d'intrants exonérés a été faite au détriment des intrants soumis à la TVA qui n'ont pas d'effet significatif sur la productivité. On soupçonne tout simplement une inefficience allocative.
Alors ici, nous présentons les résultats pour les autres variables de contrôle. On voit que certaines zones agroécologiques sont plus productives que d'autres. L'appui technique, le stockage, l'accès à un système de propriété ont un effet positif sur la productivité partielle du facteur terre. Et donc, certaines variables ont un effet négatif. C'est le cas de l'assurance et du revenu non agricole. Donc, pour l'assurance, on se dit que les agriculteurs ont pu baisser leur vigilance ou leur effort managérial. Pour les revenus non agricoles, en fait, ils permettent aux agriculteurs de satisfaire certains besoins, ce qui peut les détourner de l'activité agricole et donc on a une relation négative. Et on trouve aussi que le lien inverse entre taille de l'exploitation et productivité est vérifié. Enfin, certaines variables n'ont pas d'effet sur la productivité. Dans la littérature, on voit que le crédit en nature peut avoir des effets différents selon la culture, mais aussi la zone. Nous, on ne trouve pas d'effet significatif entre les deux. Cependant, dans le delta, où ce système est très utilisé, on a un effet positif et significatif. Donc, pour l'information agroclimatique, peut-être qu'elle est mal utilisée par les agriculteurs ou que l'information transmise pourrait être améliorée. Alors, pour tester la robustesse de nos résultats sur le lien entre exonération et productivité, nous commençons par diviser notre échantillon en deux sous-échantillons. En fait, c'est le même producteur qui donne l'information pour toutes les parcelles qu'il cultive. Alors, un même stock d'intrants peut être affecté à plusieurs parcelles, ce qui peut fausser les réponses données. Alors, nous considérons le sous-échantillon de parcelles appartenant à un ménage ayant cultivé une seule parcelle en 2016. Donc, pour ces ménages, un seul stock d'intrants est affecté à une seule parcelle, ce qui peut baisser les risques d'erreur. Et ensuite, nous faisons les régressions avec les autres parcelles pour capter leurs particularités. Et donc, avec les deux sous-échantillons, on a un effet négatif et significatif. Alors, la littérature sur les déterminants de la productivité dans les pays en développement, bien sûr, montre qu'ils peuvent différer selon la zone ou la culture considérée. Nous reprenons alors l'étude pour chaque zone agroécologique, chaque culture et chaque saison. Donc, l'effet est vérifié pour toutes les zones culture et saison, sauf pour le sud du bassin arachidier, le riz pluvial et le mil. Alors, pour explication, on pourrait juste dire que le bassin arachidier abrite la culture de l'arachide au Sénégal, qui est la première culture de rente depuis la période coloniale. De ce fait, les agriculteurs de cette zone sont susceptibles d'être aussi des producteurs d'arachide. Ils ont pu acquérir un certain savoir-faire grâce à la culture de l'arachide qui leur permet alors de mieux maîtriser les techniques d'utilisation des intrants. Et donc, ils peuvent allouer bien leurs ressources malgré les exonérations. Alors, pour le riz pluvial, c'est une culture traditionnelle des Diola de la Casamance. Donc, ces ménages n'investissent pas beaucoup sur les intrants agricoles et donc, il serait normal que les exonérations n'impactent pas leur activité. Et c'est aussi le cas de la culture du mil qui dépend beaucoup de la pluviométrie. Alors, dans cette partie, on essaie de voir s'il y a une différence significative en matière de productivité entre les agriculteurs qui sont entièrement exonérés dans leur consommation d'intrants et ceux qui ne profitent pas du tout des exonérations. Donc, pour ce faire, on change la mesure de notre variable d'intérêt par une variable binaire qui prend la valeur de 1 si l'agriculteur n'a acheté que des intrants exonérés et 0 s'il n'a acheté que des intrants soumis à la TVA. Et on a toujours un effet négatif et significatif au seuil de 1%, ce qui veut tout simplement dire en fait que les agriculteurs qui profitent entièrement des exonérations sont en moyenne moins productifs que les autres. Et enfin, on change la mesure de notre variable endogène par la productivité totale du facteur terre, par la productivité totale des facteurs, qui est calculée avec une version de la méthode DEA robuste du biais de surestimation. Et on a toujours un effet négatif et significatif au seuil de 1% des exonérations sur la productivité. Alors, pour conclure, on se demande s'il faudrait supprimer les exonérations de TVA sur les intrants agricoles. Alors, pour rappel, la mesure d'exonération est appliquée depuis 2004. On trouve que plus la part des intrants exonérés par rapport aux intrants soumis à la TVA est élevée, moins l'exploitation est productive. Et cette relation pourrait être due à l'absence de mesures d'accompagnement de l'agriculture comme une formation sur les techniques d'utilisation des intrants. Le syndrome de la contrainte budgétaire lâche peut aussi expliquer les résultats si les agriculteurs ont baissé leur réforme managériale. Et enfin, les agriculteurs ont pu surinvestir sur les intrants exonérés tout simplement. Alors, l'étude économétrique nous amène à quelques recommandations de politique agricole. Donc, les résultats suggèrent une suppression des politiques à l'origine des rémanences, ce qui rendrait les exonérations inutiles. Si les agriculteurs n'ont pas de charge de TVA sur les intrants, ça ne sert à rien d'exonérer les intrants. Donc, on se dit en fait qu'une application uniforme de la TVA pourrait résoudre le problème s'il s'agit d'une mauvaise allocation des ressources.
Dans ce cas, les agriculteurs, en fait, ne baseront pas leur choix sur le caractère exonéré ou non des intrants. Aussi, une formation sur les techniques d'utilisation des intrants serait bénéfique aux producteurs et pourrait empêcher le surinvestissement dans certains intrants. Alors, un meilleur accès aux intrants peut améliorer la productivité agricole, car ces intrants ont un effet positif et significatif sur la productivité. Cependant, ceci ne devrait pas passer par des exonérations ou des subventions inefficaces, mais par une sensibilisation et une formation des producteurs sur l'utilisation des intrants, une meilleure proximité des marchés, une amélioration de l'accès au crédit en nature. En fait, nos résultats suggèrent que le système de crédit en nature implémenté dans le delta pour le riz irrigué permet d'améliorer la productivité agricole. On pourrait peut-être étendre ce système à d'autres cultures. Nous trouvons aussi que les ménages ayant cultivé une seule parcelle en 2016 ont su profiter de l'appui technique pour augmenter leur productivité. Il faudrait cependant former les ménages avec plusieurs parcelles sur les techniques que requiert ce mode d'exploitation. Alors, l'étude montre qu'en moyenne, les petites parcelles sont plus productives que les grandes. Ainsi, pour augmenter la productivité agricole globale, l'État pourrait mieux accompagner les petites exploitations. Rappelons aussi qu'il serait opportun de s'assurer de la qualité de l'information agroclimatique transmise aux agriculteurs et de mieux former ces derniers sur leur utilisation. Enfin, les politiques visant à faciliter l'accès à la propriété pourraient améliorer la productivité agricole au Sénégal, car on trouve que les producteurs qui possèdent leurs parcelles sont plus productifs que les autres. Et donc, on va finir la présentation sur une question qui permet de résumer un peu l'étude. Quel type de soutien pour augmenter la productivité agricole au Sénégal? En fait, l'État et d'autres organismes mettent en place plusieurs types de soutien pour soutenir l'agriculture. Donc, l'étude nous a permis d'avoir une idée sur un certain nombre de politiques de soutien. D'abord, il y a bien sûr l'exonération fiscale. Donc, pour rappel, on trouve que les exonérations n'ont pas permis d'améliorer la productivité en 2016. Et donc, la politique d'exonération de certaines prestations de services et matériel agricole implémentée en 2018 et valable jusqu'au 31 décembre 2021 pourrait ne pas améliorer la productivité. Ensuite, il y a les subventions directes que l'État applique sur certains intrants. Malheureusement, on n'a pas pu les intégrer aux variables de contrôle. Cependant, l'effet des subventions sur la productivité est très ambigu. Il faut quand même dire que 60% des études trouvent qu'elles ont un effet négatif sur la productivité. En ce qui concerne les revenus non agricoles, on trouve que les agriculteurs n'ont pas utilisé leurs revenus non agricoles pour investir dans l'agriculture et donc améliorer leur productivité. Donc, les politiques visant à permettre aux agriculteurs d'accéder à d'autres activités génératrices de revenus pourraient ne pas marcher pour améliorer la productivité. Donc, en ce qui concerne l'appui technique des ONG et autres organisations, on trouve que certains types de ménages n'arrivent pas à en tirer profit. Pour l'information agroclimatique, on trouve que son utilisation n'a pas permis aux producteurs d'améliorer leur productivité. Et enfin, il y a la possibilité de récupérer la TVA que l'État applique depuis 2018 pour une durée initiale de 5 ans. Donc, c'est une réforme permettant aux agriculteurs de récupérer la TVA supportée sur leur consommation d'énergie. Donc, nos résultats montrent qu'il se pourrait que cette politique ne permette pas vraiment d'améliorer la productivité, car on trouve que ce sont les exonérations et non les charges de TVA qui freinent la productivité. Il serait alors opportun, en fait, d'évaluer cette politique avant de la reconduire. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous vous remercions de votre attention et sommes ouverts à vos remarques, vos contributions et vos questions. Merci. Merci beaucoup, Awa, pour cette présentation. Nous allons passer aux discutants, Dr. Cheikh Sadibou Fall. Vous pouvez prendre entre 7 et 10 minutes pour donner votre point de vue, poser des questions si vous voulez, etc. Et puis, quand vous aurez fini, on va ouvrir le débat et permettre aux autres participants de pouvoir poser leurs questions ou bien intervenir. Et dans ce cas, je pense que nous, si les responsables de la DGID qui sont là souhaitent intervenir, on pourrait aussi leur permettre de pouvoir donner leur point de vue sur ces questions-là. Donc, Cheikh Sadibou, vous pouvez allumer votre vidéo et puis intervenir. Ok. Merci beaucoup, Ibrahima. Félicitations, Awa, ou bien plutôt encouragement pour ce travail, parce que je dois le rappeler, Awa, c'est une étudiante que j'ai rencontrée le 2 août 2018. Bam. Quand elle venait de démarrer, disons, ses travaux, elle était passée pour voir les structures qui travaillaient, disons,
dans les politiques agricoles. Donc, on avait manifesté un grand intérêt, disons, sur son sujet qui est très pertinent. Et je suis très content de savoir que depuis lors, l'eau a coulé et que les travaux avancent très bien. Parce que pour faire le lien directement sur mon appréciation sur le papier, c'est un papier qui est très pertinent, que j'ai beaucoup apprécié à lire. D'accord ? Et ce papier aussi s'inscrit dans l'air du temps, parce qu'en fait, la pandémie a encore montré qu'il fallait soutenir l'agriculture. Et comment ? Effectivement, il s'attaque à un des piliers importants, parce que souvent, déjà, l'intérêt de ce travail, c'est que souvent, comme elle l'a dit tantôt, les travaux se focalisent beaucoup sur les subventions directes. Maintenant, là, le fait de s'attaquer carrément, disons, à la taxation sur l'agriculture, c'est très important pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, l'agriculture, si je me rappelle bien des travaux de Benjamin et professeur Alimbaï sur les entreprises informelles en Afrique, on se rend compte qu'il y avait au moins un taux d'informalité de plus de 90% dans l'agriculture sénégalaise et dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est très challenging si on veut étudier la fiscalité dans un secteur fortement informel. Je pense qu'elle a abordé aussi ça pour le cadre. Effectivement, c'est très important. Comment aider un secteur aussi crucial que l'agriculture, qui regroupe plus de la moitié de la main-d'œuvre, disons, et qui est un secteur où il y a beaucoup de gens qui interviennent. Maintenant aussi, le papier aussi est très intéressant dans la mesure où il pose le débat. Il pose le débat sur beaucoup de politiques de soutien du gouvernement et les modalités pratiques et même l'applicabilité, disons, de ces mesures. Parce que moi, j'ai beaucoup découvert, j'ai travaillé un peu sur la fiscalité, mais au niveau macro avec des modèles d'équilibre général calculable, mais elle est partie un peu plus dans le détail de la fiscalité, de son applicabilité, avec beaucoup de citations, d'articles, disons, du Code général des impôts. Donc, en fait, ce papier aussi met en lumière la difficulté de la mise en œuvre de certaines politiques, surtout au niveau agricole. Donc, pour encore revenir sur la pertinence aussi, ce papier s'attaque aussi à un point moins visité, disons, par la littérature. Donc, ça aussi, c'est appréciable quand on veut contribuer à la science, en fait, de s'attaquer à des points encore non résolus ou bien peu visités par la littérature. Donc, sur cet aspect de pertinence, de cadrage, donc c'était les mots que je voulais dire sur ça. Maintenant, je suis très ravi de savoir que nos collègues de la DGID sont là parce que des mesures d'applicabilité, parce qu'il y a des points quand même qu'il va falloir peut-être éclaircir, soit pour le public et même d'ailleurs pour nous-mêmes qui travaillons, disons, qui faisons dans la recherche dans ça. Alors, le débat est très actuel parce que je me rappelle, Ibrahim, je pense que tu avais été invité au lancement du PANAP, c'est-à-dire le réseau panafricain sur la modélisation. Je pense que tu n'avais pas pu venir, mais j'avais vu ton nom dans les participants. Et la DGID avait été invitée. Et déjà, je me rappelle que M. Ning, qui était le coordonnateur de la DGID, rappelait déjà poser le débat devant la Commission européenne, disant qu'effectivement qu'il fallait prôner un meilleur ciblage du soutien à l'agriculture, car il y avait beaucoup de détournements d'objectifs, parce qu'on sait bien que l'État met beaucoup d'argent, mais souvent on se rend compte que quand on fait des enquêtes de terrain, que les principaux bénéficiaires, à chaque fois, ils disent soit on n'a pas assez reçu, soit ce n'est pas significatif, des choses comme ça, pour aller un peu dans le sens des résultats d'AWA. Donc, point de vue forme, en fait, le papier est très consistant parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Je pense qu'il faut louer de la part de la doctorante, parce qu'elle a fait beaucoup de régressions, une vingtaine environ, et j'imagine même une vingtaine qu'elle a présentées dans le papier, mais il y en a eu beaucoup plus parce qu'on fait beaucoup plus de régressions dans le brouillon, qu'on vérifie beaucoup plus de choses que ce qu'on présente. Donc, le papier aussi très consistant. Elle a aussi cherché à vérifier effectivement, comme elle a dit, en toute rigueur, en fait, elle a essayé de voir en utilisant un modèle DEA pour pour bien faire la part des choses entre l'efficacité allocative qui était relative, disons, au management, disons, du producteur,
des producteurs en tant que tels. Donc, pour montrer encore une fois que, comme le disait le directeur exécutif de l'IPAR, laissons parler la science, elle a vraiment montré beaucoup de rigueur dans ses analyses. Même si certains points sont discutables, bien sûr, aucune œuvre n'est parfaite et la science est faite de controverses, mais je veux dire que les modèles qu'elle a utilisés, elle ne les a pas inventés, elle les a trouvés, c'est des modèles qui ont été validés par la science. Peut-être s'il y a des choses aussi, il faudra discuter peut-être pourquoi certains résultats peuvent paraître contre-intuitifs, bien certaines conclusions peuvent être discutables. Tout est discutable de toutes les façons. Mais au moins, la rigueur scientifique a été respectée à plusieurs niveaux. Aussi, un autre point important que j'ai remarqué aussi, qui me frappe, c'est que j'ai lu quasiment tout le texte, je n'ai pas vu quasiment de fautes. Ce qui est aussi très rare au niveau de la forme. En termes de consistance aussi, beaucoup de la revue de la littérature a été très consistante aussi. Donc, les indicateurs utilisés aussi, la même chose. Mais, comme j'ai dit tantôt, toute œuvre est perfectible. Il y a certains points aussi qui peuvent interpeller, des points d'éclaircissement, des questions que je voudrais poser à Awa, et aussi des suggestions. Maintenant, bon, pour le modèle économétrique, la spécification log variable en niveau, je pense que je n'ai rien à dire sur ça, la méthode DA non plus. Maintenant, pour les indicateurs, effectivement, je pense que les indicateurs qu'elle a utilisés sont bons, hein, et s'utilisent dans la littérature. Mais je pense que aussi, peut-être tu l'as fait, hein, tu me diras tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi utiliser d'autres indicateurs beaucoup plus naïfs, en fait. Je veux dire beaucoup plus terre à terre, pour voir s'ils vont dans le sens en fait, de tes résultats. Très rapidement, je veux dire, on peut sortir cette étude, dire par exemple au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, la productivité partielle de la terre a un effet négatif sur le rendement. Quelqu'un part sur le terrain, bon, sur la PPFT, quelqu'un part sur le terrain, on se rend compte que depuis quelques années, les rendements ont augmenté. Donc, je veux dire, il faudrait essayer aussi, parce que récemment, j'étais en train de lire un papier sur le Malawi, où c'était, effectivement, c'est un point que tu as abordé dans ton travail, notamment sur l'encadrement technique, les services de vulgarisation. Ils avaient remarqué qu'en changeant d'indicateur, parce que souvent, ce qui se faisait, c'est que les gens utilisaient une demi-variable pour dire, OK, est-ce que vous avez reçu un service de vulgarisation, oui ou non? Puis après, les gens faisaient des régressions et trouvaient des valeurs négatives, disons, dans l'autre sens. Maintenant, ce papier que je pourrais partager avec toi, ils ont juste explosé un peu, dégrossi cet indicateur, rajouté, et les résultats ont commencé à être beaucoup plus parlants. Donc, tout ça pour te dire que tes indicateurs sont bons, mais tu gagnerais aussi à voir, est-ce qu'en changeant d'indicateur, en prenant un indicateur beaucoup plus naïf, disons que, parce que un politique ou bien quelqu'un qui voulait contester ton truc peut te dire, OK, moi, en tout cas, je ne sais pas comment vous avez fait vos régressions, des choses comme ça, mais moi, chez moi, nous, dans ce que je vois dans toute ma région, les rendements ont explosé. Donc, c'était pour que tu puisses faire ce genre aussi d'analyse à côté, utilisant des indicateurs beaucoup moins sophistiqués. Maintenant, un autre point aussi, c'est un détail, mais la partie zone agroécologique et zone d'influence. Parce que bon, je ne sais pas, peut-être je suis formaté, mais au Sénégal, on a une classification de 5 à 6 zones agroécologiques. Bon, d'accord? Donc, quand tu dis zone agroécologique, j'ai compris en fait que tu voulais dire qu'il y avait des diversités écogéographiques, des choses comme ça. Mais ça peut gêner ceux qui connaissent un peu la carte des zones agroécologiques au Sénégal, de voir par exemple Moyenne Vallée, l'autre comment ça s'appelle encore je suis en train de... Et Delta, ça fait partie de la vallée du fleuve Sénégal. Donc moi, j'avais compté plutôt, je pense que tu gagnerais plus à te conformer à ce qui se fait bien dans, disons, à l'orthodoxie de la carte agroécologique du Sénégal. Bon, j'ai utilisé plutôt ça que zone d'influence, puis après dire que c'est des zones agroécologiques qui font partie des mêmes zones, quoi. Donc ça aussi, c'est une suggestion. Maintenant, il y a aussi un point, je pense que tu devrais
c'est quand tu dis la notion de surinvestissement dans les intrants subventionnés. Non, bon, moi, quand j'ai vu intrants subventionnés, je me suis dit dans ma tête quoi, ce sont les engrais, ce sont les semences, des choses comme ça, principalement, si on prend le petit producteur, en fait, l'exploitant classique qu'on a l'habitude de voir. D'accord? Sur du pluvial. Maintenant, moi, ou bien beaucoup d'études que j'ai vues quand on part sur le terrain, quand on leur demande, ils disent en fait qu'ils n'ont pas assez. Ils n'ont pas assez de semences. D'accord? Ils n'ont pas assez d'engrais, ou bien la commission leur a donné. Donc déjà, de façon structurelle, on constate qu'il y a beaucoup de déficits. Et si on met ça en balance avec, disons, les recommandations de la recherche, ce qui est utilisé, en général, c'est très en deçà des doses recommandées par la recherche. Donc, cette notion de surinvestissement observée ailleurs, je pense que devait être aussi revue dans un contexte sénégalais où, en général, quand on voit les intrants qui sont utilisés par rapport aux recommandations de la recherche, sont bien en deçà, en fait, donc, cette notion de surinvestissement dans les intrants subventionnés est questionnable dans un contexte sénégalais. D'accord? Donc, ça aussi, peut-être, tu as des éléments de réponse ou bien. Donc, maintenant, pour revenir sur la TVA, parce que moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai beaucoup appris dans ton travail, surtout avec le système, genre pour déclarer, reverser, qu'il fallait avoir un chiffre d'affaires de 50 millions, qu'il fallait vendre, par exemple, un produit qui n'était pas, qui devait supporter la TVA. Donc, tout ça, c'était assez nouveau pour moi, parce que moi, quand je travaillais sur ces questions de fiscalité, je n'allais pas à ce niveau de détail. Et peut-être nos collègues de la DGID peuvent aussi revenir dessus. Maintenant, tout à l'heure, rappelez-vous de mon introduction quand je parlais un peu d'applicabilité. Parce que moi, je pense que si c'est ça, l'exonération, je pense que ce sera difficile. L'État va mettre beaucoup de sous, va dire qu'on a exonéré. Donc, pour voir en fait les mécanismes et l'applicabilité de ça. Et j'en veux pour preuve, quand j'ai regardé ton tableau 1, quand il y avait juste les statistiques descriptives, quand je vois la valeur de la production, premier élément, je vois en fait que le maximum, c'était 4 200 000 de chiffre d'affaires. Le minimum, c'était 0. Si on applique, disons, cet article, peut-être j'ai mal compris, personne n'est éligible, disons, à ça. Si je reste stricto sensu, en fait, je lis le texte et assez normatif dans ce sens-là. Donc, tout en échantillon, si on garde ces gens-là, personne n'est éligible, disons, à cette exonération. D'accord? Donc, ça aussi, c'est questionnable. Comment finalement tu as pu gérer cette histoire-là, sachant que si on voit le texte à la page 12 ou 11, on parle des critères d'éligibilité. Et si on regarde ton tableau 1 qui fait les stats descriptives aussi sur ce point-là, je pense que là aussi, il va falloir voir. Docteur, je sais que tu es passionné de ça. Si tu peux faire une synthèse de tes questions, comme ça, tu vas revenir encore pour qu'on puisse donner à la DGID le soin de participer. En fait, j'ai bientôt fini parce qu'en fait, j'ai mis en vrac, j'avais 8 points, je suis au point 7 en fait. Donc, voilà, très bien. Donc j'ai bientôt fini. Donc là aussi, autre suggestion aussi, c'est de revoir aussi tes valeurs. Ton tableau 1, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'écarts types qui étaient largement supérieurs au-dessus de la moyenne. Donc, je ne sais pas si tu as fait un travail au préalable de détecter les valeurs extrêmes ou les outliers pour voir ce qui n'en était. Parce que ça aussi, ça pouvait un peu biaiser les choses. OK, dernier point, non, l'avant-dernier point avant de conclure, c'est que tu l'as justement dit en fait. Parce que moi, durant tout le long de la lecture, disons, du papier, je me disais, mais comment elle a fait pour isoler l'effet des subventions directes, sachant que, et tu l'as justement dit, que les semences sont exonérées et en même temps subventionnées pour certains. Donc, comment tu as fait? Et quand j'arrive à la dernière phase de la conclusion, je pense que tu en parles, je dis, ouf, elle en a parlé, mais quand même, effectivement, tu es revenu dessus. Je pense que c'est un point très important de savoir
effectivement le vrai impact de l'exonération qu'il faudra dissocier de l'impact de la subvention dans ce sens-là, quoi. Mais cela voudrait dire en aparté en fait, que tout est subventionné. Même si ce n'est pas subventionné directement, il y a l'exonération pour ceux qui achètent aussi sur le marché, ce que cela veut dire. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Maintenant, je vais terminer sur une question. Est-ce que les producteurs sont au courant de cette exonération et de la possibilité de pouvoir se faire rembourser la TVA? Parce que moi, la dernière fois, quand je suis parti au niveau de la vallée, quand on parlait de maîtrise de l'eau, des choses comme ça, dans le texte, tu dis qu'il y avait la possibilité de demander la restitution de la TVA. Et j'ai l'impression que tous les producteurs, parce qu'on a un projet actuellement dans la moyenne vallée, personne n'est au courant de ça. D'accord? Et étant donné aussi qu'ils peuvent se faire rembourser le carburant et l'électricité plus ou moins, je veux dire, à chaque fois, ce sont des charges énormes. Si on veut augmenter aussi la productivité par la maîtrise de l'eau, c'est des points aussi qu'il va falloir, je pense, bien discuter. Donc, je vais m'en arrêter là. J'ai été un peu long, mais bon, c'est un travail qui a été très bien fait, rigoureusement, et qui est aussi d'actualité, qui suscite le débat. Donc, Ibrahim, merci beaucoup encore une fois de la confiance, de m'avoir associé à ce travail, qui prouve encore une fois nos liens forts qui nous lient. Merci beaucoup. Merci, Dr Fall, pour cette passion pour l'agriculture. Je sais que si on avait plus de temps, tu pourrais élaborer sur ça encore, mais on aura d'autres occasions. Et je veux, avant d'ouvrir le débat, juste permettre à un de nos partenaires de pouvoir intervenir. Il s'agit de M. Amadou Abdoulaye Badiane, qui est de la DGID, qui a bien voulu participer à cette animation scientifique et dont le point de vue, comme vous pouvez vous en douter, est très important pour nous éclairer davantage, parce qu'à plusieurs fois, même le discutant s'est référé à la DGID. Monsieur Badiane, vous avez la parole. Votre micro est éteint. Juste activer le micro et puis vous pouvez parler. C'est bon? Oui. Voilà, merci. Bon. Hein, c'est bon? Ah. Oui, c'est bon. C'est bon maintenant? Voilà, je pense que c'est l'organisateur qui des fois active et désactive de temps en temps. mais je voulais d'abord vraiment me réjouir de l'invitation qui a été faite à la DGID de participer à ce débat important qui est crucial. Je pense que le discutant l'a dit, l'agriculture aujourd'hui est un sujet hyper important dans le contexte notamment de cette pandémie, on l'a vu. Donc, je voulais également féliciter la conférencière. Hein. Franchement, on n'a pas les documents, on n'a pas la thèse ou en tout cas le travail, on a eu la présentation. Mais d'après ce que le discutant a dit, vraiment, ça nous donne vraiment de l'eau à la bouche et on aurait vraiment aimé partager, enfin regarder dans le fond certaines choses pour aller dans le fond. Mais c'est la conclusion, je ne vais pas monopoliser le temps. Moi, c'est la conclusion qui me paraît très péremptoire et à mon avis qu'il faudra beaucoup relativiser, je pense. On arrive à la conclusion comme quoi il faut supprimer les exonérations. Alors, sur ce point, je rappelle que la DGID coordonne un travail important, c'est le travail sur les dépenses fiscales, malheureusement qui n'est pas publié de manière régulière. Et en 2015, avec l'aide de l'Union européenne, on a fait une étude impact, parce que l'Union européenne a un modèle très éprouvé et qui traite, on va y revenir, de la question même des subventions en même temps, parce que ça également, c'est un point qui me paraît important dans l'analyse de ces exonérations, dans leur globalité, et dans le cadre de la politique agricole. Alors, l'Union européenne, l'étude qu'on a menée avec l'Union européenne a conduit au contraire par rapport aux conclusions qui ont été avancées par Mademoiselle Diouf. Donc, je pense qu'il y a un gros souci à ce niveau-là. Et le cœur de l'analyse de Mademoiselle Diouf tourne autour d'une distinction entre les intrants exonérés et les intrants non exonérés, donc soumis à la TVA,
et des intrants qui ne sont pas soumis à la TVA. Or, sur le plan normatif, tous les intrants sont exonérés. Donc, je vois que du point de vue comportemental, là où aboutit, il y a un gros souci. Et j'aurais aimé poser la question à Mademoiselle Diouf pour lui dire quels sont les intrants qui ne sont pas exonérés, qui ont guidé peut-être le choix des agriculteurs, des producteurs à investir plutôt dans ce domaine-là que dans les domaines des intrants exonérés. Alors, le second point, je pense que le discutant a beaucoup insisté sur ce point-là, c'est le poids de subventions. Et c'est là où je dis l'étude de l'Union européenne, elle est intéressante parce qu'elle analyse les deux en même temps. Donc, or, si on sort le poids des subventions, je crois qu'elle a même dit en le posant comme limite, si on le sort, on risque de biaiser. D'autant plus que quand on regarde ce secteur-là, on se rend compte que ces intrants, en termes de quantité, en termes de qualité, ne sont pas suffisants. Donc, ces intrants ne sont pas distribués à tout le monde. En tout cas, l'étude de l'Union européenne, la récente, sur les subventions, estime que 45% des producteurs n'auraient pas ces intrants-là. Donc, ça pose un gros problème. Et même les intrants subventionnés sont par ailleurs pas distribués à tout le monde. Alors, dernier point, c'est le point sur lequel elle a abouti, c'est la restitution de TVA. Alors, je rappelle juste ici que il faut savoir qu'on a un régime de TVA qui est communautaire, qui dépend, disons, de la législation de l'UEMOA, qui est communautaire. Et l'UEMOA a estimé que tant qu'on n'avait pas une politique agricole commune, le secteur agricole était exempté de TVA. Or, si on regarde bien dans le cadre du plan Sénégal émergent et le PRACAS, qui est disons, la déclinaison agricole du plan Sénégal émergent, l'agriculture est érigée en rang de priorité. Et l'agriculture est considérée comme un moteur de croissance. Et si on regarde un peu les chiffres, ça tourne autour de 16% du PIB. Donc, c'est vraiment important. Et ce qu'on a fait pour qu'il n'y ait pas cette rémanence de TVA, ce qu'on a fait aujourd'hui, et c'est là où je dis peut-être que l'étude doit être actualisée par rapport aux évolutions de la législation fiscale, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas de rémanence en principe. On a deux types d'agriculture de manière générale, une exploitation familiale où il n'y a pas de TVA, etc., une exploitation plus ou moins marchande, moderne, où on peut parler de rémanence de TVA. Et pour cette exploitation moderne, qui est sorte de transition pour aller vers de l'exploitation familiale à l'exploitation moderne, on a mis en place aujourd'hui un mécanisme de détaxation totale du point de vue de la TVA. Tous les intrants, le matériel, toutes les consommations intermédiaires aujourd'hui, on a assuré une neutralité de la TVA. Au moins jusqu'en 2021, le temps d'évaluer, comme elle a si bien dit, l'horizon temporel n'est pas fortuit, c'était pour évaluer. Donc, si on regarde aujourd'hui, si on regarde l'agriculture moderne, en tout cas les exportations modernes de riz, il n'y a pas de TVA ni en amont ni en aval de la chaîne. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est la raison pour laquelle j'estime que cette étude doit être réactualisée à l'aune aujourd'hui de l'évolution de la législation. Voilà, Monsieur le Président, pour le moment. Je ne veux pas monopoliser le temps, vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de participants. Et voilà un peu les quelques précisions et quelques préoccupations que nous avions par rapport à l'étude, qu'on aurait bien aimé partager pour regarder dans le fond, en termes de modèles, en termes de données, qu'est-ce qu'il faudra faire pour être en tout cas beaucoup plus objectif par rapport à nos commentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Badiane. L'appel est entendu. Nous allons partager le document dès la fin de cette séance. Parce que comme c'est un travail en cours, votre contribution sera toujours vraiment prise en compte et sera très appréciée. Je vais, avant de donner la parole à Awa, permettre à certaines personnes au niveau de la salle de pouvoir intervenir. Il y a un certain M. Adoum Webigé qui a levé la main qui voudrait parler. Donc, ensuite, M. Bokar Harouna Diallo aussi souhaiterait parler. Et ensuite, Lamine Samaki. Pour le moment, ce sont ces trois qui ont souhaité s'exprimer. Donc, la parole est à M. Adoum Webigé.
Monsieur ou madame, je ne sais pas exactement. Donc, Allô, allô. oui, allez-y. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons très bien. Voilà, je tiens déjà à vous remercier. Je me nomme Adoumou Ibigué, je suis enseignant, vacataire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je tiens aussi à remercier les organisateurs de cette rencontre, notamment IPAR et les autres qui sont associés. Je remercie également le modérateur que je connais bien, Monsieur Cheikh Sadibou Fall, avec qui j'ai eu plusieurs discussions et plusieurs travaux, donc je le remercie de sa présence. Bien, c'est avec plaisir que j'ai pris part à cette présentation que je trouve très intéressante. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais aller directement droit au but. J'ai déjà travaillé sur les subventions agricoles, voir un peu le lien avec la productivité agricole dans la vallée du fleuve, surtout en ce qui concerne le riz. Mais bon, j'étais quand même très ébahi par le travail de Madame ou Mademoiselle Awa Diouf, que je trouve très intéressant. Les autres l'ont dit déjà, que c'est un travail qui est d'actualité, c'est un sujet qui traite la question de l'agriculture dans le fond, parce que aujourd'hui les gens sont en train de réfléchir comment trouver la meilleure façon d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs et surtout leur productivité. Et voilà, donc j'ai suivi vraiment bien avec attention le travail. Je vais peut-être revenir sur certains aspects. Je ne vais pas revenir sur ce que les uns et les autres ont dit en trouvant... Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de côtés positifs dans le travail. Je trouve que c'est structuré, les résultats sont intéressants. Néanmoins, comme l'a dit Sadibou, il y a certains aspects sur lesquels nous pourrons discuter. Moi déjà, sur le plan de la forme, je trouve que les sources sont anciennes. Je vais aller droit au but. Hein. Je trouve que les sources sont un peu anciennes parce que j'ai rarement vu des travaux dans sa présentation, des travaux de 2000, 2005, 2006. Souvent, c'est des sources qui datent de 1999, 2000, 1938. Donc, c'est quand même ancien comme source. Donc, je suggère à Mademoiselle Awa Diouf d'actualiser un peu les sources. Sur le plan toujours, disons, bon, avant d'aller dans le fond, je trouve aussi que le travail est bien structuré, mais il y a quand même de discussions, quoi. Je vais revenir sur certaines choses. Voilà, déjà la méthodologie, je vais aller directement au fond. J'estime que la méthodologie ne permet pas, même si quelque part elle a dit qu'elle a essayé déjà en utilisant la méthode DEA et qu'elle a abouti à la même réponse, je trouverais quand même, je trouverais le travail beaucoup plus pertinent si elle avait utilisé la méthode DEA, mais en m'expliquant exactement quelles sont les variables qu'elle a choisies. Est-ce qu'elle a choisi parmi les inputs la quantité de semences, la quantité des engrais, la main-d'œuvre qui est très importante dans la productivité? Est-ce qu'elle a pris, c'est ma question, hein, Mademoiselle Awa Diouf, est-ce que vous avez pris en compte tous ces aspects? Si vous avez toutes ces données, toutes ces variables-là dans vos données, je pense que la méthode DEA aurait pu être la meilleure méthode, quoi. Ou soit, je propose encore une deuxième, c'est de suggestion aussi, hein, je propose... Est-ce que vous pouvez poser directement vos questions pour permettre aux autres aussi de pouvoir avoir un temps de parole, s'il vous plaît? Non, je n'ai que deux questions, hein, mais je fais des suggestions. Allez-y. Si vous le permettez, bien sûr. Allez-y. Voilà, ma première question, c'est quels sont les inputs qu'elle a eu à prendre pour mesurer la méthode DEA exactement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que
elle a utilisé la méthode stochastique, qui est aussi une méthode beaucoup plus intéressante. Si oui, qu'elle m'explique quel a été le résultat auquel elle est parvenue. Ça, c'est ma deuxième question. La troisième, ou bien une suggestion, je lui ajoute une suggestion. Si elle aurait pu utiliser aussi la méthode la méthode de switch regression model, qui permettra, n'est-ce pas, de distinguer, de construire deux groupes déjà, ceux qui sont exonérés des taxes et les producteurs qui ne sont pas exonérés des taxes. Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant et voir un peu quel est le groupe qui a surtout vu le résultat auquel elle est parvenue sur cette méthode. Si elle veut, on va en discuter amplement en dehors de l'antenne. Cette méthode aurait pu résoudre le problème. Et aussi, bon, une dernière question. Monsieur Adoum, nous avons bien compris vos trois questions. Donc, permettez aux autres aussi d'intervenir, s'il vous plaît, si c'est possible. Allô, M. Adoum? OK. Donc, nous passons à M. Bokar Harouna Diallo. Allô, allô? Oui, allez-y. OK, bonsoir tout le monde. Merci aussi tout le monde et merci à mademoiselle Awa Diouf. Merci à l'ensemble de tous les participants. Merci aussi particulièrement à Cheikh Omar Ba, le DG de l'IPAR. C'est un plaisir pour moi aussi de participer à cette rencontre, à ce panel en ligne. Et je reviens aussi toujours sur le travail de mademoiselle Awa Diouf. Moi, je vois que c'est un travail quand même très remarquable. Et comme étudiant, moi, au département de géographie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je suis spécialisé en gestion et développement des espaces ruraux et en migration et développement. Tout récemment, j'avais fait un travail un peu similaire avec ce qu'il a fait, mais mon travail s'est porté sur la caractérisation du système de production agricole, un peu au niveau de la région de Matam. Bon, là, je n'y reviens pas trop. Sur le travail de mademoiselle, je reviens un peu sur les données, surtout au niveau des sources. Je pense que quelqu'un l'a bien souligné sur l'ancienneté des sources. Est-ce que ce n'était pas plus judicieux de revenir un peu beaucoup plus en arrière ou bien d'avancer un peu sur les données beaucoup plus récentes, surtout avec le plan Sénégal émergent sur le secteur agricole avec le PRACAS? Est-ce que là-bas, il n'y a pas des données beaucoup plus fiables ou bien des données beaucoup plus récentes sur ça? La première question que je pose, c'est que sur les premiers diapos, j'ai vu que, si je ne me trompe pas, elle a dit que l'agriculture est beaucoup plus difficile à quantifier en termes de taxes, si je ne me trompe pas, c'est les premiers diapos. Ça, c'est la première question. Pourquoi l'agriculture, les taxes sur l'agriculture sont beaucoup plus difficiles à quantifier? Je l'ai vu, je pense, sur les premiers diapos. Deuxième question, au niveau des zones agroécologiques du Sénégal, est-ce qu'il y a des impacts en fonction des jeunes? C'est-à-dire dans chaque zone, est-ce que les impacts sur les TVA sont similaires ou bien est-ce que les impacts varient d'une zone à une autre? Ça, c'est la deuxième question. Je reviens aussi toujours sur, une troisième question. Est-ce que ce n'est pas possible ou bien est-ce que l'État ne doit pas revoir sa politique agricole parce que depuis 1960 jusqu'à présent, pratiquement, on est toujours sur la même politique agricole alors qu'on voit que chaque année, il y a toujours des problèmes. Il est bien vrai que les intrants sont toujours subventionnés, mais on voit qu'après la récolte, c'est l'État qui fixe les prix et qu'on voit qu'il y a les producteurs qui grognent de gauche à droite. Il y a certains même qui refusent de vendre le prix en certains mois puisqu'ils ont reçu la subvention de l'État. Ils sont dans l'obligation de céder les prix. D'autant plus que c'est l'État même qui fixe les prix. Est-ce que là, je me suis dit que ça semble être un peu flou pour moi. Donc, pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour l'État de revoir sa politique agricole pour permettre à nos producteurs d'être beaucoup plus indépendants? Parce qu'on constate qu'il n'y a que deux productions, soit une production agricole familiale ou bien une production commerciale. Même les productions commerciales, d'habitude, c'est juste avec un surplus que les producteurs parviennent à vendre ce surplus. Dans ce cas, je pense qu'il est important de voir la politique agricole de l'État. La quatrième est...
nous sommes dans un contexte assez particulier avec la COVID-19. Quelles sont les politiques agricoles que l'État doit mettre en place pour aboutir à une résilience économique ou bien une résilience économique beaucoup plus solide? Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Diallo. Nous allons permettre à Awa de pouvoir répondre à certaines questions. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont, beaucoup d'autres mains qui sont levées, mais je pense qu'on va te permettre de répondre à certaines de ces questions. Je voudrais juste transmettre deux questions qui sont posées par ceux qui sont connectés sur Facebook et qui peuvent aussi interpeller M. Badiane. Il y a M. Moustapha Aminata Crespin qui dit « Ravi de vous suivre, je voudrais une réponse à une question. Comment est-ce que les agriculteurs non assujettis pourront récupérer la TVA ?» Et M. Modou Boy qui dit « Je suis un producteur, on a acquis un financement de machines agricoles auprès de la Banque agricole du Sénégal. Le fournisseur est prêt à nous donner la machine, mais il nous demande l'exonération ou bien on paye la TVA. Et cette somme est à 5 millions. » Donc voilà deux questions posées par des producteurs. Awa, tu réponds et ensuite nous allons passer la parole au professionnel qui pourra nous donner aussi quelques indications. Merci. Awa Diouf. Awa, ton micro n'est pas ouvert. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Bah, merci à tous pour vos questions, vos contributions et vos remarques. Vraiment, ce sera très utile pour améliorer le papier. Je vais juste revenir sur certaines questions. Peut-être je vais discuter ensuite avec M. Sadibou pour des indicateurs moins naïfs de productivité, parce qu'en fait, en général, pour mesurer la productivité, où on prend les rendements, c'est-à-dire la productivité partielle, où on prend la productivité totale des facteurs, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants et j'aimerais beaucoup qu'ils m'en disent plus. Et pour le surinvestissement, en fait, c'est revenu deux fois. Il faut quand même dire que c'est un surinvestissement par rapport à d'autres types d'intrants et pas juste un surinvestissement absolu, quoi. C'est relatif, en fait. Donc, on fait le rapport entre le montant des exonérations et la consommation intermédiaire totale. Donc, c'est un surinvestissement sur les intrants exonérés par rapport aux intrants soumis à la taxe. Donc, c'est plutôt un rapport. C'est pas en termes absolus. Alors, pour l'applicabilité, en fait, et je reviens en même temps sur la question de M. Badiane, en fait, sur les conclusions, en fait, parce qu'ici, les exonérations de TVA ne devraient pas exister, en fait. On n'a pas besoin de faire une étude pour dire qu'il faut supprimer les exonérations, parce qu'en fait, à la base, la TVA, c'est un impôt qui doit être neutre. Et donc, c'est parce que l'État applique des exonérations sur le produit fini que l'État sort la TVA, l'agriculture du champ d'application de la TVA, qu'il y a des rémanents, c'est-à-dire des charges de TVA, et c'est ce qui pousse l'État justement à appliquer ces exonérations de TVA. Donc, peut-être que ça peut être une bonne chose pour accompagner les agriculteurs et tout, mais en fait, c'est comme les subventions. C'est parti d'une bonne intention, mais dans les faits, en fait, ça peut avoir un effet négatif sur la productivité. Et comme on ne peut pas juste venir donner une conclusion comme ça, on peut donner des conclusions qu'en se basant sur des résultats. Et nos résultats suggèrent qu'il y a un effet négatif de ces exonérations sur la productivité. Maintenant, en ce qui concerne la méthodologie, bien sûr, on peut toujours améliorer une méthodologie de recherche. Mais en fait, on dit que les exonérations sur les engrais, les pesticides, les semences ont un effet négatif sur la productivité. Bien sûr, je reviens aussi sur les subventions. Ces mêmes intrants sont subventionnés et donc il serait très difficile en fait de répartir ce lien capté entre les exonérations et les subventions. Les données ne nous permettent pas de le faire, mais on espère avoir bientôt des données qui pourraient nous permettre de faire cette répartition. Mais en attendant, que ce soit exonération ou subvention, les deux politiques-là impactent négativement la productivité. C'est ce qu'on trouve et on base nos conclusions sur ce résultat-là. Et qu'est-ce que je devrais... Alors, pour la question de M. Sadibou, est-ce que les producteurs sont au courant de la possibilité de restitution de la TVA? En fait, je me suis déplacée dans la vallée du fleuve Sénégal et quand j'ai interrogé les agriculteurs, bien sûr, ils n'étaient pas au courant. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de vulgarisation en fait, de cette politique.
Mais aussi, il y a beaucoup de conditions avant de pouvoir récupérer cette TVA. Il faut atteindre un certain seuil de, enfin, pas de chiffre d'affaires, mais la TVA doit être, le montant de la TVA doit être assez élevé, en fait, pour avoir le droit de récupérer cette taxe. Donc, peut-être que c'est pour ça que les agriculteurs ne sont pas vraiment au courant. Mais vous avez raison, ce serait très bien qu'on les sensibilise plus sur cette question de la fiscalité. Alors, pour les outliers, bien sûr, on a fait un travail d'analyse de données pour enlever les points aberrants, en fait. Alors, pour la question de M. Badian, est-ce qu'il y a des intrants qui sont soumis à la TVA? Bien sûr. En fait, l'article, le Code général des impôts dit, en fait, que ce sont les intrants qui sont spécifiques au secteur agricole qui sont exonérés de TVA. Donc, par intrants spécifiques, on entend en fait les intrants qui sont utilisés que par le secteur agricole, c'est-à-dire les engrais, les semences, les pesticides. Mais il y a le carburant que tout le monde utilise, que l'État ne peut pas exonérer de TVA. Il y a les dépenses en eau, il y a les prestations de services. Et c'est pour ça qu'en 2018, l'État a permis aux agriculteurs, en fait, leur a donné une exonération, en fait, sur ces prestations de services. Mais les données sont de 2016 et donc, on a fait l'étude avec la politique fiscale de 2016. Vous voyez? Et donc, bien sûr, ce serait bien d'avoir des données plus d'actualité, mais c'est beaucoup plus intéressant de faire l'étude avec des données de 2016, puisqu'en fait, en 2016, il y avait des intrants exonérés et des intrants non exonérés. Donc, si on fait l'étude qu'avec des intrants exonérés, enfin, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Et donc, oui, là aussi, c'est l'actualisation des données. Pour les sources, deux personnes en ont parlé. En fait, quand vous allez lire le papier, vous verrez des sources beaucoup plus d'actualité. Mais en fait, le sujet de la fiscalité est très ancien. Donc, si je mets de côté les anciennes études, je passe à côté de beaucoup de choses, en fait, parce que les anciens auteurs et tout se sont intéressés à la fiscalité. C'était à la mode avant. Donc, on a passé un bon moment où il n'y avait pas beaucoup d'études dessus et c'est récemment où les gens commencent à s'intéresser encore au sujet. Alors, pour les questions de M. Webigué sur la méthodologie, pour la méthode DEA, on a bien sûr, on a utilisé la surface, c'est-à-dire le facteur terre, on a utilisé les engrais, les semences, les pesticides, les dépenses en eau. On a intégré toutes les dépenses, en fait, pour avoir l'inefficience. Et j'ai personnellement calculé l'efficience avec des données stochastiques. J'ai fait les régressions, ce sont les mêmes résultats. Mais en fait, moi, je suis un peu partagée avec ces méthodes parce qu'en fait, les méthodes stochastiques imposent un modèle de production à tous les agriculteurs. Un même modèle est appliqué à tous les agriculteurs, en fait. Et donc, ce sont des méthodologies qui ne permettent pas aux données de s'exprimer. Et comme les méthodes de production sont très différentes, en fait, le contexte est différent d'une culture à une autre ou d'un producteur à un autre, je préfère utiliser les méthodes DEA qui laissent vraiment les données parler d'elles-mêmes, en fait. Mais bien sûr, on a intégré les facteurs de production. Alors, pour les questions de M. Aruna, les sources, on en a déjà parlé. Et pourquoi taxer l'agriculture, c'est difficile? On l'a dit au début, peut-être qu'il n'était pas là au début. En fait, c'est d'abord ce que je n'ai pas dit, je vais venir dessus, c'est que le rapport coût-bénéfice n'en vaut pas la peine en général. Les agriculteurs n'ont pas une très grande capacité contributive, en fait. Et donc, les taxer via les instruments de taxation directe, c'est pas très rentable pour l'État. Et donc, l'État utilise les impôts indirects comme les rémanences de TVA ou les droits d'assises qui sont appliqués sur les carburants ou les droits de douane pour en fait faire contribuer ce secteur parce que c'est très facile à mettre en œuvre. Il suffit en fait de laisser l'agriculteur acheter un bien pour que l'État ait des ressources fiscales en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est très difficile à taxer. Il y a aussi l'informalité que M. Sadibou a donnée. Il y a aussi la prépondérance des petites exploitations et il y a aussi l'absence de comptabilité aussi. Alors, revoir sa politique agricole, bah, c'est pas un peu... Pour le Covid-19 aussi, c'est pas un peu le sujet, mais bon, peut-être que les autres participants pourront y venir. Alors, comment les agriculteurs peuvent récupérer la taxe s'ils ne sont pas assujettis à la TVA? Alors, quand on n'est pas assujetti à la TVA, on ne peut pas récupérer la taxe, en fait, normalement.
Mais le Code général des impôts prévoit en fait une possibilité d'assujettissement par option des agriculteurs, mais c'est une possibilité irrévocable en fait. L'agriculteur peut se dire je décide d'être assujetti à la TVA et sous certaines conditions, il peut être assujetti à la TVA. Mais pour qu'il puisse récupérer la taxe, il faut que le produit fini soit exonéré de TVA. Et on revient toujours sur le problème de faisabilité en fait, parce que l'État se dit que les produits de première nécessité sont, les exonérer, c'est un moyen de lutte contre la pauvreté. Mais les chercheurs se demandent en fait si ce sont vraiment les plus pauvres qui profitent de ces exonérations, parce que les plus pauvres, ce sont les agriculteurs. Et les exonérations n'arrangent pas les agriculteurs. Eux, ils consomment plus ce qu'ils produisent eux-mêmes. Donc, s'il y a l'autoconsommation, la TVA n'intervient pas. Et donc, voilà, c'est faisable en fait. Il faut juste une volonté. Mais aussi, il faut que les chercheurs s'y intéressent et que d'autres personnes fassent des recherches et tout pour qu'on trouve des résultats beaucoup plus intéressants et qu'on puisse convaincre peut-être le politique et d'autres parties prenantes. Alors, je pense que c'est tout hein, que je voulais dire. Peut-être que j'ai raté des questions. Vous pourrez me dire après. Merci. Merci beaucoup, Awa, pour ces clarifications. C'est sûr qu'on ne peut pas épuiser le débat, mais il y a quelques questions, quelques mains qui sont levées. On va peut-être donner la chance à 2 ou 3 personnes d'intervenir avant de clôturer. Mais j'aimerais juste donner la parole à M. Badiane par rapport à l'interpellation des 2 producteurs, s'il pouvait apporter quelques clarifications. Votre micro n'est pas allumé. Merci. Voilà, merci, M. Ed. Je vais rapidement rebondir sur ce que Mademoiselle Diouf a dit, bon, je ne partage pas beaucoup sur ces intrants. Donc, de toute façon, on aura l'occasion peut-être de nous voir de manière physique et peut-être échanger sur ces questions. Maintenant, par rapport aux 2 questions, je crois que la première question a été répondue par Mademoiselle Diouf, hein, qui dit que effectivement, les personnes qui ne sont pas assujetties ne peuvent pas, en principe, récupérer la TVA. Mais je les rassure, il n'y a pas de TVA en fait. Il n'y en a plus. Sur le matériel agricole, sur les intrants, de manière générale, il n'y a pas de TVA. Donc, il n'y a pas de problème de récupération. Maintenant, pour le matériel agricole, où je crois que c'est la seconde question, où il y a quelqu'un qui demande comment faire concrètement pour acquérir la machine sans payer la TVA. Alors, il y a l'article 361 du Code général des impôts, item 26e, qui prévoit que le matériel, il est exonéré. Donc, j'ai même envoyé un message en lui demandant de m'indiquer son mail pour que je lui donne le texte, pour qu'il puisse se prévaloir de ce texte-là auprès de son fournisseur, pour que ce fournisseur-là ne puisse plus réclamer la TVA. Donc, c'est un certain M. Boy, donc il peut m'envoyer son email et je lui enverrai toute la documentation qui permettrait de pouvoir acquérir ce matériel-là en hors TVA. Je pense, Monsieur le Président, ce sont les 2 questions qui appelaient des précisions de notre part. Merci beaucoup. Merci, excellent. Il y a M. Lamine Samaké qui souhaiterait parler et puis M. Eliman Pouy. Si vous pouvez être bref parce que on est encore... il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, Lamine d'abord et ensuite M. Eliman Pouy. Lamine Samaké. Bonjour. Oui, vas-y, Lamine, on t'écoute. OK, merci beaucoup. Je voudrais remercier Dr Hadj pour la modération et mes félicitations et encouragements également à Mme Diouf pour la bonne présentation. Moi, je voulais revenir sur 3 points. Je pense que les 2 premiers ont été déjà abordés. C'était sur la productivité, en me demandant réellement, est-ce que par rapport aux effets de ces taxes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer également le fait qu'il n'y a pas d'effet significatif? Parce qu'on sait que la productivité, comme elle a dit, avec les questions de rendement, il y a beaucoup de points à prendre également par rapport aux pratiques agricoles. Si ces pratiques ne sont pas bien maîtrisées, s'il n'y a pas assez de formation et de vulgarisation sur ça, ça peut aussi expliquer le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'impact.
Le deuxième point, c'était relatif aux indicateurs. J'ai vu que Dr Sadibou est revenu là-dessus. À mon avis, il serait bien de voir un peu s'il y a d'autres indicateurs, s'il y a des indicateurs qu'on peut éclater en voyant un peu si les résultats seront les mêmes avec des indicateurs qui sont un peu plus détaillés. Parce qu'en s'adressant également à ces producteurs, on se rend compte des fois que la compréhension peut ne pas être la même. Donc, si cette compréhension n'est pas partagée, ça peut un peu biaiser les réponses et les résultats. Le dernier point, c'est par rapport au point sur les informations agroclimatiques. Je voulais dire que sur ce point, moi, j'ai eu personnellement la possibilité de faire une évaluation pour l'ANACIM, aussi bien au niveau de Kaffrine qu'au niveau de Sédhiou et dans d'autres zones également du Sénégal. Et on se rend compte que selon ce que j'ai pu obtenir comme résultat, que ça peut avoir un impact positif sur la productivité. Parce que le fait d'utiliser ces informations qui actuellement sont peut-être que les informations que Mademoiselle Diouf a eues bien avant des projets qui ont été exécutés par l'ANACIM et d'autres partenaires. Mais à travers ces projets, les informations climatiques ont été transformées, utilisées en langue locale et donnent des messages agroclimatiques, donc qui permettent aux producteurs de prendre des décisions par rapport à certaines choses et qui peut les aider à améliorer leur productivité, à augmenter les rendements. Donc, la suggestion serait de voir par rapport au temps où les recherches ont été effectuées et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement? Est-ce qu'il n'y a pas eu des projets qui ont permis véritablement de pouvoir améliorer un peu ces données-là? Donc, ce sont ces points. Merci Lamine. C'est l'objet de ta prochaine thèse après ton master sur l'information climatique. Donc, tu balayes le terrain pour ta prochaine thèse. Monsieur Eliman Pouy. Merci, docteur. Merci beaucoup à l'IPAR de nous avoir associés à cela. Eliman Pouy, je suis inspecteur des impôts, je suis chef du bureau des études de la direction de la législation. Donc, c'est M. Badian, mon directeur de service. Je voudrais faire quelques commentaires sur la présentation, non pas sur la démarche méthodologique, mais sur la présentation. Parce qu'on parle de productivité. Ce que la présentation n'a pas fait ressortir, c'est sur les différents facteurs de production, quelle est la part de chaque variable. On a la terre, on a les engrais, on a la formation, mais quel est le poids de chaque variable pour qu'on puisse dire en réalité en quoi la TVA peut être une variable déterminante dans la productivité. Ça ne ressort pas, en tout cas dans la présentation, le poids de chaque variable dans la productivité agricole pour qu'on puisse, à partir de ce moment, saisir quel est le poids de la variable TVA dans cette productivité-là. Ça ne ressort pas. Si, en tout cas, il y a une prochaine présentation qui devrait se faire, ça peut nous permettre, nous, de mieux apprécier. Dans le même sens également, on a parlé de la TVA, mais on ne sait pas en réalité quel est le poids de la TVA sur les dépenses de l'agriculteur. L'agriculteur, il affecte ses ressources à deux catégories de dépenses. Des dépenses pour lesquelles il y a une TVA supportée et il y a des dépenses pour lesquelles il y a des exonérations. Mais on ne sait pas, de la manière dont l'étude a été restituée, on ne sait pas quelle est la proportion du revenu taxable à la TVA pour l'agriculteur. Parce que contrairement à ce qui a été défendu, moi je sors d'une réunion comme ça il y a 30 minutes avec le FMI qui est en train de faire une micro-simulation sur l'impact de l'impôt sur la pauvreté et les inégalités. Il a été établi de façon constante que les impôts indirects sont des impôts qui ont tendance à augmenter la pauvreté et les inégalités. Donc, l'effet contraire, ça veut dire si on exonère quelqu'un d'impôts indirects, ça ne peut pas avoir comme effet de diminuer sa productivité ou d'augmenter sa pauvreté. Donc, moi, j'ai du mal à saisir, mais ça ressort du fait que dans la présentation, on n'a pas montré quel est le pourcentage de la TVA dans le revenu consommé par le producteur. Également, comme autre remarque, elle a parlé
de la rémanence de la TVA comme facteur explicatif de ses effets sur la production. Mais elle n'a pas du tout parlé surtout de la translation fiscale. Parce qu'en fiscalité, notamment pour les taxes indirectes, le producteur, ce qu'il utilise, c'est la translation fiscale. Tout ce que la fiscalité doit constituer comme charge, c'est au moment de la fixation des prix aux consommateurs, le producteur a tendance à le refacturer dans sa marge aux consommateurs. Donc, l'étude n'a pas fait ressortir dans la grille de marge tarifaire du producteur quelle est la part de la TVA qui a été neutralisée à travers une marge. Donc, moi, il me semble que si on avait fait une recherche de ce côté-là pour voir dans la grille tarifaire quelle est la translation fiscale qui est pratiquée par le producteur, on ne peut pas véritablement, on ne pourrait pas parler de rémanence de taxes qui soit absolue. Dernier élément, dans les recommandations, elle a suggéré qu'on arrive à une taxation. Mais il faut se dire, la taxation en réalité sur les produits agricoles va affecter une part de population beaucoup plus importante que les agriculteurs en tant que tels. Quand vous taxez les biens agricoles, c'est-à-dire ce sont ceux qui les utilisent en milieu urbain, en milieu rural, qui vont supporter la taxe. Et si cette population de consommateurs-là est beaucoup plus élevée, ça veut dire que la mesure n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas, parce que vous voulez redresser le secteur agricole, dire que les agriculteurs doivent facturer la TVA, mais de l'autre côté, taxer la majorité de la population qui est dans d'autres secteurs. Et donc, vous augmentez le niveau de pauvreté de façon globale du simple fait que vous voulez corriger pour les agriculteurs. Voilà un peu les observations que je voulais faire sur l'étude, tout en saluant la démarche, ainsi que notre directeur qui a bien voulu nous associer à ces travaux. Excellent. Merci beaucoup, M. Pouy. Il y a quelqu'un qui demande avec insistance, c'est le dernier intervenant. Donc, c'est Galaxy A10. Je ne sais pas si c'est. Il se cache derrière Galaxy. C'est... Allô? Vous pouvez enlever votre micro et parler. Allez-y. Bonjour. En fait, c'est mon téléphone qui s'affiche Galaxy A10 et c'est Mansour Kamara. Donc, merci pour cette opportunité d'échanger sur ce sujet important. En fait, quand j'ai vu le résumé, je m'étais dit que peut-être dans la présentation, on nous expliquerait comment l'usage des intrants, l'usage excessif des intrants n'a pas d'impact sur le rendement et que c'est ça qui expliquerait donc la baisse de la productivité, c'est-à-dire de la valeur ajoutée par rapport au capital investi. Mais je n'ai pas entendu un peu Mademoiselle Gueye nous expliquer cela. Et ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, peut-être que c'est une question pure d'agronomie qu'on veut résoudre avec des outils économiques et que peut-être c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la conclusion à laquelle elle arrive pose problème à certains. Parce que si il y a une fiche technique qui demande une certaine quantité d'un engrais donné par rapport à une culture et qu'on dépasse cette quantité-là, c'est sûr que, subventionné ou pas, il y a une trop grande disponibilité que la plante ne peut pas utiliser. Donc, quelles sont les quantités qui ont été utilisées par rapport aux fiches techniques qui sont préconisées, notamment dans la vallée, il y a des fiches de la SAED, etc., pour qu'on puisse comparer et voir si déjà les quantités utilisées sont conformes ou sont pertinentes. Ensuite, il y a peut-être un point qu'il faudrait aborder, ce que tout à l'heure le monsieur de la DGID disait. Il y a un problème de compétitivité après des produits par rapport aux produits importés et donc faire la corrélation entre les subventions que l'État fait d'une part sur les intrants utilisés par nos agriculteurs et la fiscalité de port qui est appliquée aux produits de même nature.
Et enfin, peut-être, c'est vrai que la question de la subvention pose problème et il y a peut-être des sous-questions d'efficacité des chaînes d'approvisionnement à avoir. Donc, c'est un sujet qui reste très important, même si aujourd'hui les conclusions auxquelles la doctorante arrive posent un certain problème de compréhension ou d'acceptation. Merci beaucoup encore à l'IPAR pour cette opportunité. Merci, M. Camara. Ahmadou Ly, tu es le dernier intervenant. Oui, merci beaucoup, monsieur. J'avais plein de questions, mais je pense qu'avec le temps, je vais juste en poser une et après. Non, juste deux questions. OK, d'accord. Je voulais juste revenir par rapport à l'information climatique pour essayer d'établir un parallèle avec une étude que nous avons faite récemment sur l'évaluation d'impact de l'assurance agricole indicielle. Et ce qu'on a trouvé, c'est que souvent, en soi, partager l'information climatique est extrêmement important et intéressante, mais parfois, c'est le mécanisme de partage de l'information qui pose problème. Et on s'est rendu compte que par rapport à l'assurance indicielle, il y a des formations qui sont destinées aux responsables d'OP qui vont partager l'information par rapport aux producteurs qui sont membres de leur OP, mais on se rend compte que l'information est altérée au cours de sa transmission par rapport aux différents maillons. Et ça peut poser un problème réel de biais par rapport à la compréhension. Et donc, j'essaie d'établir un peu ce parallèle-là entre l'information partagée dans le cadre de l'assurance indicielle par rapport à notre étude et dans le cadre de l'information climatique. Donc, peut-être il faudrait aussi creuser sur cet aspect-là. Deuxième point, juste une question. Je pense que M. Adoum est revenu là-dessus. C'est par rapport aux frontières stochastiques de production et aux méthodes DIA. Il y a toujours cette dualité. Mais surtout dans la littérature sur les aspects agricoles, en tout cas, souvent, il est mis en avant les frontières stochastiques de production. Certes, le DIA peut résoudre les biais de surestimation, mais ce qui est intéressant avec la frontière stochastique de production, c'est justement le bruit statistique, ça permet de le maîtriser. Et certes, aussi, vous l'avez précisé qu'il y a une contrainte par rapport à la forme de la fonction de production, mais vous êtes dans une étude où il y a des bruits qu'il faut nécessairement prendre en compte. On est dans un contexte de producteurs qui sont très tributaires des conditions climatiques. Et le bruit climatique peut avoir des effets très importants. Et dans ce sens, d'ailleurs, moi, ce que j'aurais suggéré, c'est, si vous l'avez fait d'ailleurs, est-ce que vous avez essayé de diviser votre échantillon en plusieurs sous-échantillons selon les zones agroécologiques, voire par rapport aux milles pluviales, au riz pluvial et au riz irrigué, est à appliquer aussi bien la frontière stochastique de production que le DIA pour voir les résultats. Et d'ailleurs, ça vous permettrait même d'avoir... Non, Ahmadou, ça suffit maintenant. Je pense que vous aurez l'occasion, vous êtes ensemble, vous aurez l'occasion de pouvoir partager ça. Je peux confirmer qu'elle a effectivement fait ce travail de séparation. On peut avoir exactement le point sur le riz, sur le mil, sur le riz irrigué ou le riz pluvial, sur le maïs. Donc, il y a tout cela qui a été disséqué et vous pouvez avoir l'information en consultant le rapport. Il y a eu des questions très intéressantes. Je vais laisser le soin à Awa de réagir sur certaines questions. Je voulais juste préciser que, pour les agronomes, souvent ce ne sont pas de grands économistes, que lorsqu'on fait aussi de l'économétrie, lorsqu'on prend une dérivée partielle, ça montre aussi un impact partiel d'une variable en tenant les autres variables ceteris paribus. Donc, ça aussi, il faut le garder à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on parle ici d'exonération qu'on a oublié toutes les autres variables. Les autres variables sont prises en compte, mais le focus a été mis sur la variable exonération. Deuxième élément, l'essentiel de ce que Awa propose, à mon sens, a un sens dans la zone irriguée. Et là, je parle sous le contrôle de M. Badian, qui pourra intervenir dessus. Lorsqu'on parle de l'eau, lorsqu'on parle de l'électricité, donc toute cette TVA c'est dans la zone irriguée qu'on a ce problème, où les producteurs ne peuvent pas, disons, sont obligés de payer cette TVA.
mais ne peuvent pas aussi se faire rembourser cette TVA à la fin. Donc, cette question est la plus là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans les résultats aussi, les résultats disséqués sur le riz pluvial et le maïs, on voit qu'il n'y a pas d'impact, alors que sur le riz irrigué, c'est très clair, l'impact est là-bas très important. Mais quand on voit les résultats globaux, évidemment, ça cache beaucoup de choses. Je réitère le fait que nous allons envoyer le document à M. Badiane et à ses collègues, et nous serons très heureux d'avoir leur feedback par rapport à cela. Et aux autres aussi qui souhaiteraient avoir ces documents. Enfin, avant de remettre la parole à... ou bien Awa, tu peux y aller, et je vais le dire à la fin, dans la conclusion. Vas-y. Attendez, non? C'est bon, vas-y. C'est bien. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur un point. Quand on dit qu'il n'y a pas de TVA pour l'agriculture, en fait, il y a de la TVA pour l'agriculture parce qu'il y a des intrants. Je donne juste l'exemple du carburant. Le carburant n'est pas exonéré de TVA. Après, on dit que les producteurs ont la possibilité de récupérer ces taxes, mais ce ne sont pas tous les producteurs qui peuvent récupérer ces taxes parce qu'il y a beaucoup de conditions. Je sais pas, enfin, c'est sur le Code général des impôts, bien sûr, mais il y a beaucoup de conditions qu'on doit respecter pour récupérer ces TVA. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de TVA sur l'agriculture, en fait. Et malheureusement, c'est ce qu'on entend de plus en plus. Mais il y a certains petits intrants, en fait, il y a des subtilités, en fait, à l'intérieur qui font que le producteur peut supporter la TVA. Et comme M. Badiane l'a dit, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de discuter sur ce sujet-là. Ensuite, pour les questions de M. Samaké, donc, il parle aussi d'autres indicateurs comme M. Sadibou. Et là aussi, j'aimerais vraiment avoir des noms sur ces indicateurs, en fait, pour pouvoir les intégrer au test de robustesse. Ce serait très intéressant. Et pour la formation agroclimatique, il dit que le mécanisme a été très élaboré, en fait, entre-temps. Et j'aimerais beaucoup avoir l'information dessus aussi. Peut-être que, puisque ça a été amélioré, maintenant, on a un effet positif et ce serait vraiment super. J'aimerais avoir plus d'informations sur ces politiques aussi. Et enfin, pour les questions de M. Pouy. Alors, il demande d'abord la part de chaque variable dans la productivité. Enfin, je n'ai pas vraiment compris cette question parce que pour avoir, par exemple, la part du facteur terre sur la productivité, enfin, je ne comprends pas vraiment cette question, mais bon, il faudrait d'abord évaluer la valeur du facteur terre en termes monétaires, ce qui n'a pas été fait et ce qui serait un peu difficile à faire pour avoir en fait sa part dans la production. Mais dans la productivité, c'est un peu impossible. Alors, pour le revenu taxable à la TVA, non plus, je n'ai pas compris la question parce que quand on parle de revenu taxable, c'est plus pour les impôts directs. Les impôts directs où on calcule la base taxable et donc, quand on taxe l'agriculteur avec la TVA, ce n'est pas vraiment son revenu qu'on taxe, c'est sa consommation intermédiaire qu'on taxe en fait. Et si c'est des infos, si vous voulez en fait une analyse de données sur la consommation intermédiaire, c'est faisable. Alors, donc il dit qu'il parle de translation fiscale. Ça veut dire que les agriculteurs peuvent en fait mettre cette taxe-là à la charge des consommateurs. Le problème, ce que vous omettez, c'est qu'en fait, les agriculteurs subissent une concurrence en fait internationale. Et dans les pays de provenance des importations, en fait, dans ces pays, il n'y a pas de rémanence de TVA puisque l'agriculture est très formelle. Ces agriculteurs sont très, l'agriculture est très intensive en fait, et ces producteurs ne supportent pas de rémanence de TVA. Et quand vous lirez le papier, vous pourrez voir en fait que la littérature revient sur ces faits. Donc, puisqu'il y a la concurrence externe et que ces biens-là ne supportent pas de rémanence, les producteurs ne peuvent en fait que s'orienter en fait sur ces prix-là. Donc, ils ne peuvent pas vraiment mettre cette charge sur le consommateur en fait. Et donc, vous dites que si on supprime les exonérations, ce sont d'autres acteurs qui vont subir les conséquences. Bien sûr, mais pourquoi pas? En fait, quand on dit que, je reviens sur ce que j'ai dit, mais les exonérations, c'est pour les pauvres. Mais on se demande, est-ce que ces exonérations profitent aux plus pauvres? Parce que déjà, quand on fait des exonérations sur le produit fini, on vise le consommateur urbain.
en fait, qui, à mon avis, est peut-être moins pauvre que le consommateur rural. Enfin, c'est très relatif, ça dépend. Mais ce consommateur rural, c'est un agriculteur. Donc, on ne peut pas dire qu'une exonération qu'on applique sur un produit, c'est pour les plus pauvres et que ces exonérations profitent aux plus riches, en fait. Parce que c'est quand je vais à Auchan et que j'achète du riz et il y a l'exonération dessus, moi, je profite des exonérations. Mais en même temps, à cause de ces exonérations, un agriculteur ne peut pas récupérer la taxe et cet agriculteur-là est en zone rurale, en fait. Donc, c'est un peu ça la question entre les deux. C'est là où les chercheurs sont un peu divergents. Et j'ai mon avis comme vous avez votre avis et d'autres chercheurs ont leur avis aussi. Alors, pour les questions de M. Camara. Alors, je reviens sur le surinvestissement. Le surinvestissement, c'est par rapport à la consommation intermédiaire totale. On se dit en fait qu'une consommation plus élevée de carburant ou d'intrants non soumis à la TVA pourrait augmenter la productivité. Donc, quand on parle de surinvestissement, c'est en termes relatifs encore une fois. Alors, pour les questions de Amadou, je pense qu'on pourra y revenir. Mais pour la robustesse, oui, j'ai fait la robustesse avec les frontières stochastiques, mais comme je l'ai dit, je voulais laisser les données parler. Et donc, j'ai juste mis les résultats pour les débats, mais on pourra en discuter peut-être après. Donc, c'est ça tout pour moi. Merci. Merci Awa. Je pense que c'est juste le début d'une discussion, d'échange. Comme l'a dit au début M. Badiane, ce débat est vraiment actuel et je crois qu'il y a beaucoup de réflexions en cours actuellement au sein de l'État. Et nous sommes preneurs aussi du partage du document de l'Union européenne. Je sais qu'il y a quelques années, nous-mêmes, nous avions fait une étude sur les subventions qui avait montré que cette subvention n'était pas très efficace, pas parce que la subvention en général n'est pas efficace, mais parce que, elle n'était pas ciblée, deux, le volume qui arrivait à destination était très faible. Par exemple, si pour un producteur, en termes de semences ou d'engrais, il reçoit une portion congrue, l'impact sur la production sera relativement faible. Donc, il y a beaucoup d'explications par rapport à la subvention. Mais pour ce cas précis sur les exonérations, je pense que ce serait bien, et là j'offre, disons, l'IPAR comme un moyen de pouvoir enclencher ce débat entre experts de la DGID et autres partenaires, que ce soit des partenaires de l'État ou bien des organisations de producteurs ou bien des chercheurs. On pourrait avoir un webinaire pour aller à fond, parce que ça, c'était une animation scientifique où une doctorante vient présenter son travail. Mais on peut avoir un autre format où c'est plutôt la DGID qui vient ou bien une autre partie de l'État qui vient dialoguer avec les autres acteurs pour qu'on pose ces questions et que les politiques soient améliorées. Parce que l'objectif qui est visé en fin de compte, c'est que les politiques soient améliorées et que ça ait un impact positif sur les populations. Donc, je vais remettre la parole à Cheikh Omar pour qu'il remercie tous les participants, à moins que M. Badiane et vous vouliez dire un mot. Ouais. Ouais. Allez-y. Merci beaucoup. Hein. Donc, pour moi, c'était important de vous féliciter et de vous remercier de nous avoir associés à ce débat. Comme vous l'avez dit, c'est pour améliorer, c'est pour que ça ait un meilleur impact sur le Sénégal en entier. Mais moi, je voulais, en conclusion, juste rappeler une chose que un peu les économistes, les études, les conclusions auxquelles les études aboutissent. Et on oublie ce point-là, c'est l'applicabilité. L'étude conclut à ce qu'on applique la TVA. Mais vous imaginez, la question s'adresse à Mademoiselle Diouf, vous imaginez la complexité de la TVA, comment on va l'administrer, le petit paysan, entre guillemets, va l'administrer. Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout pour évaluer un peu le coût-bénéfice par rapport à l'applicabilité de la TVA? Nos commerçants informels qui sont beaucoup plus, qui manient beaucoup plus les chiffres, qui connaissent beaucoup plus les choses, ont du mal à appliquer ce système de TVA complexe. Et vous imaginez, vous adaptez ce système au secteur agricole où, à la limite, 98% entre guillemets sont analphabètes et qui ont du mal à tenir une comptabilité ou certaines subtilités.
Et je pense que ce point, souvent, mérite, quand on fait ces conclusions, mérite également d'être souligné pour avoir un véritable impact, disons, de la mesure. Vraiment, Monsieur le Président, encore une fois, merci encore. La DGID est prête à s'associer en tout cas à tous ces débats et à les animer, à apporter sa contribution pour que vraiment que les choses avancent. Encore une fois, merci, on réitère nos remerciements au nom du DG et au nom de toute mon équipe. On est prêt à recevoir l'étude de AWA et on est prêt à partager également certains documents qui permettront d'améliorer la qualité de débat. Je vous remercie encore une fois. Excellent. Merci. Merci encore une fois pour votre ouverture et votre générosité. Je voudrais remercier aussi Dr Sadibou, Cheikh Sadibou Fall, vraiment qui est un partenaire, puisque ISRABAM est un partenaire de l'IPAR. Mais Cheikh Sadibou est aussi vraiment un jeune frère, un ami, et on est très fiers de sa posture en tant qu'économiste et de tout ce qu'il fait à l'ISRABAM. Il l'a montré tout à l'heure. Cheikh Omar, si tu peux remercier l'assistance et puis fermer cette session. Oui, merci beaucoup Ibrahima. Bon, je crois que je ne vais pas être long parce que l'essentiel a été dit, mais je tenais quand même à féliciter effectivement Awa pour cette brillante présentation. Et l'objectif, c'était vraiment d'engager un premier débat scientifique à partir de sa thèse, mais elle va continuer parce qu'elle est à mi-chemin. Et donc, je pense que tout ce qu'on a dit, ça lui permet d'élargir le réseau. Et je tenais vraiment à la féliciter pour cela. Et surtout aussi remercier les experts de la DGID, parce que ça montre que cette ouverture, et je crois que le Sénégal a besoin de ce type de dialogue multi-acteurs où on réfléchit, parce que tout, en fonction de nos postures, tout ce changement a contribué au développement sur les évidences scientifiques, sans que ça soit du warsakhalat. Chacun prend la parole pour dire, alors qu'on peut partir vraiment des évidences scientifiques. Et là, ça permet d'établir des éléments qui permettent même à l'État d'améliorer la politique publique. Et que l'impact final, c'est comment arriver à toucher les acteurs qui sont à la base, les productrices et les producteurs. Je crois que ça me paraît un point extrêmement important. C'est vrai que le temps a été c'est passé très vite. C'était très intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu relever les questions de M. Ba de l'APIX, qui est très intéressé même à mobiliser l'APIX par rapport à cette contribution, et d'autres collègues qui ont aussi manifesté leur intérêt. Et je voudrais saluer au passage Jean-Michel Voisard, qui a été responsable de... Vous ne les voyez pas parce que nous, on les voit sur Facebook. Et donc, vraiment, il est aux États-Unis. Il avait géré avec l'USAID le programme Natal Bay. D'autres partenaires qui sont là, et particulièrement aussi les organisations paysannes comme le CNCR, et voir comment aujourd'hui, ce que M. Badian a dit, on peut amener les chercheurs, les décideurs, les équipes de RASA, tous qui étaient là, à vraiment dialoguer. Et je voudrais vraiment une mention spéciale à notre ami Cheikh Sadibou et remercier aussi l'ISRABAM pour sa collaboration. Je crois que je vais m'arrêter là et remercier tout le monde parce qu'il est 5h moins 10, on avait dit 5h, mais là on gagne 10 minutes parce qu'on a démarré avec 10 minutes de retard et on s'excuse pour le retard de 10 minutes qu'on vous les rend pour vous permettre d'aller aussi à autre chose. Mais vraiment encore félicitations et à très très bientôt. On vous enverra les documents. Merci M. Badian, merci à tout le monde.